Voyageur 1 est sur une trajectoire de collision. Sans frein, elle fonce actuellement à travers les profondeurs de l'espace, là où aucun objet fabriqué par l'homme n'est jamais allé auparavant. Et elle ne s'arrêtera pas tant que quelque chose ne se mettra pas sur sa route. Comme cette planète extraterrestre qu'elle est sur le point de percuter dans 75 000 ans. Vous allez découvrir comment elle a bien pu se retrouver là et ce qui se passera quand elle y arrivera. À ce jour, Voyageur 1 dérive dans l'espace depuis presque un demi-siècle. Elle a voyagé jusqu'aux confins de notre système solaire, puis nous a laissés loin derrière elle en s'aventurant dans l'espace interstellaire. Le seul modus operandi de la sonde spatiale est de continuer d'avancer encore et encore. Dans 40 000 ans, elle devrait passer près d'une étoile qu'on ne visait même pas, puis continuer sa route dans le vide. Et très bientôt, Voyageur 1 sera tellement éloigné de la Terre que les humains perdront tout contact avec elle et perdront aussi sa trace, ce qui laissera planer le mystère sur l'endroit où elle se dirigera ensuite. Alors, si au cours de son aventure interstellaire, l'engin atteignait une planète extraterrestre, et pas n'importe laquelle, la plus proche de la Terre, Proxima Centauri b. Après tout, elle n'est qu'à 40 000 milliards de kilomètres. Va-t-elle simplement mordre la poussière cosmique, se retrouver face à face avec une comète, ou pourrait-elle survivre d'une manière ou d'une autre, en laissant derrière elle un message important sur l'humanité à l'intention des formes de vie extraterrestres? Avant de le découvrir, Voyageur 1 va devoir entreprendre le plus long voyage de toute l'histoire des vols spatiaux. Alors, attachez votre ceinture, parce que les choses vont devenir franchement sidérales. Commençons ici. Vous voyez ce point minuscule, celui qui ressemble à un grain de poussière qu'un caméraman maladroit aurait oublié d'enlever de son objectif. Eh bien, regardez de plus près, car c'est la Terre. Cette photo emblématique, connue sous le nom de point bleu pâle, a été prise par Voyageur 1 en 1990, alors qu'elle se trouvait à 6 milliards de kilomètres de nous. Et elle a vraiment le don de remettre notre importance en perspective, pas vrai? Ce cliché n'est qu'une des plus de 67 000 images incroyables que Voyageur 1 et 2 ont prises de l'espace. Elles ont révolutionné notre compréhension du système solaire, des géantes gazeuses, de leurs anneaux et de 48 de leurs lunes. Les connaissances que ces sondes nous ont apportées sur la vie au-delà de notre Terre sont inestimables. À l'origine, leur mission ne devait porter que sur l'exploration de Saturne et de Jupiter. Et ces engins n'étaient conçus que pour une durée de vie de 5 ans. Mais, chose incroyable, elles ont continué leur route, en battant chaque jour de nouveaux records et en nous transmettant leurs découvertes. Plutôt cool. À l'heure actuelle, alors que Voyageur 1 se trouve à plus de 25 milliards de kilomètres, ces signaux mettent 23 heures pour parvenir jusqu'à notre monde. Mais c'est sur le point de changer. En novembre 2026, Voyageur 1 franchira une étape historique et se trouvera officiellement à une journée-lumière de la Terre. Cela signifie qu'un signal envoyé par la NASA mettra 24 heures pour atteindre la sonde et 24 heures supplémentaires pour que la réponse revienne. Pour mettre cette distance en perspective, le temps nécessaire à un signal pour atteindre la Lune est de 1,3 secondes. Pour atteindre le Soleil, c'est environ 8,5 minutes. Donc oui, je dirais que Voyageur 1 a accumulé un sacré kilométrage depuis son lancement en 1977. Pour accomplir ses exploits, elle a dû atteindre et filer à une vitesse de 61 000 km/h. Mais même à cette allure, sa nouvelle aventure ne sera pas de courte durée. Pour rejoindre Proxima Centauri b, Voyageur 1 devra passer environ 75 000 ans dans l'espace. C'est parce que cette exoplanète se trouve dans un système stellaire totalement différent, celui d'Alpha du Centaure. Ici, Proxima Centauri b est l'une des planètes qui orbite autour de l'étoile naine rouge Proxima.
Alors, effectivement, techniquement c'est bien le système stellaire le plus proche de la Terre, mais il reste tout de même à 4,5 années-lumière. Pour entamer son voyage, Voyageur 1 a pris un peu d'avance. Elle orbite déjà au-delà de l'héliosphère. C'est le bouclier protecteur du Soleil contre les rayonnements nocifs et les rayons cosmiques qui traversent le reste de la galaxie. Cette grande bulle autour de notre système solaire est créée par la pression vers l'extérieur du vent solaire et représente la dernière frontière avant l'espace interstellaire. Voyageur 1 et son vaisseau jumeau Voyageur 2 sont les seuls engins spatiaux à l'avoir franchi. Voyageur 1 a franchi ce seuil en 2012 et continue sa route. Et chaque nouvelle frontière qu'elle franchit, ces 10 instruments scientifiques à bord nous transmettent, à nous, terriens, de nouvelles informations sur l'espace. Son magnétomètre mesure l'intensité et la direction des champs magnétiques. C'est grâce à ces données que nous savons qu'il a dépassé l'héliosphère. Ces caméras nous ont offert les premières images détaillées de Jupiter et de Saturne. Et c'est son antenne à gain élevé qui a permis aux scientifiques de la NASA de communiquer avec Voyageur toutes ces années. Certains de ces instruments ont été désactivés pour prolonger sa durée de vie dans l'espace interstellaire. C'est essentiel parce que Voyageur n'envoie pas seulement des signaux depuis l'espace. Il transporte aussi un sacré message destiné au cosmos, le disque d'or. Cette capsule temporelle embarquée contient des photos, des enregistrements musicaux et des données scientifiques sur nous, les humains. Voyez ça comme une sorte de best-of de l'humanité. Si une vie extraterrestre sur une autre planète découvre ce disque d'or, il lui offrira un aperçu à couper le souffle de la vie sur Terre. Enfin, en supposant que ces êtres aient du souffle. Sinon, peut-être que leurs tentacules en tomberont. Mais il y a un problème. En ce moment, la trajectoire de Voyageur 1 ne mène vers aucune planète. Son itinéraire actuel pointe vers l'étoile AC+79 3888, aussi connue sous le nom de Gliese 445. Mais aucune planète n'a été confirmée en orbite autour de cet astre. Voyageur 1 devrait donc changer de route. Et d'ici peu, cette nouvelle direction va entrer dans le domaine de notre imagination cosmique. Vers 2036, cette sonde spatiale sera si loin que les scientifiques de la NASA s'attendent à perdre le contact avec elle. Non pas parce qu'elle sortira du système solaire, mais parce qu'elle sera à court de jus. Son approvisionnement en énergie provient de générateurs thermoélectriques à radioisotopes montés sur une perche déployable. Ces dispositifs convertissent la chaleur produite par la désintégration naturelle du plutonium en électricité. C'est assez incroyable, mais leur puissance s'affaiblit avec le temps, perdant environ 4 watts par an. En termes d'iPhone, c'est comme si la batterie était à 1% et que ce vieux chargeur effiloché auquel vous vous accrochez désespérément était sur le point de rendre l'âme. Une fois le dernier signal reçu par la Terre, Voyageur 1 ne sera plus qu'un monument silencieux de l'humanité à la dérive. En gros, un vaisseau fantôme. Mais à la différence d'un fantôme, il ne peut pas simplement disparaître dans les airs. Parce que, il n'y a pas d'air dans l'espace. Pour se remettre sur la bonne voie, Voyageur 1 aura besoin d'une sorte d'assistance gravitationnelle. Comme une fronde, une assistance gravitationnelle peut ajouter ou retirer de l'élan pour propulser un engin spatial dans une autre direction et modifier sa trajectoire. Artemis 2, la mission lunaire la plus récente, a utilisé une fronde gravitationnelle pour effectuer un changement de cap à 180 degrés au point culminant de son voyage. C'est justement grâce à une assistance gravitationnelle que Voyageur 1 a pu atteindre l'espace interstellaire. En passant près de Jupiter en 1979, elle a gagné 10 km par seconde, puis encore 5 km par seconde en passant près de Saturne en 1980. En survolant ces deux géantes gazeuses, cette sonde a en quelque sorte volé une partie de leur élan en étant aspirée par leur attraction gravitationnelle, puis rejetée dans l'espace. C'est comme recevoir un boost de vitesse dans un jeu vidéo. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les scientifiques avaient conçu cet effet. Dans le cadre de ce programme connu sous le nom de Grand Tour, Voyageurs 1 et 2 ont profité de cet alignement planétaire qui ne se produit qu'une fois tous les 175 ans. Ces sondes ont fait des arrêts au stand pour se ravitailler en gravité avant de s'élancer vers le suivant et ont ainsi atteint des distances impossibles à parcourir avec une fusée conventionnelle.
Les survols de Jupiter et Saturne n'ont pas seulement augmenté la vitesse de Voyager 1, ils ont aussi permis de découvrir 2 nouvelles lunes de Jupiter, Thébé et Métis, sans oublier 5 nouvelles lunes de Saturne et un nouvel anneau baptisé l'anneau G. Mais revenons à notre expédition. Pour commencer à modifier la trajectoire de Voyager 1 vers Proxima Centauri B, elle va devoir survoler quelque chose. Mais pas une petite étoile ou un simple astéroïde. Elle a besoin de l'aide d'un poids lourd, comme une planète errante inconnue cachée dans le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort se situe jusqu'à 5000 fois plus loin que l'intervalle entre la Terre et le Soleil. Donc oui, ce n'est pas exactement ce qu'on appellerait à 2 pas. C'est tellement loin qu'il vaut mieux ne pas mesurer cette distance en kilomètres, mais plutôt en unités astronomiques, ou UA. Comme nous l'avons déjà expliqué sur cette chaîne, une UA correspond à la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Les scientifiques estiment que le bord intérieur du nuage d'Oort se trouve à environ 1000 UA du Soleil et que son bord extérieur à environ 100 000 UA. Et sans vouloir être morbide, mais nous serons tous morts au moment où Voyager 1 l'atteindra. Ce périple va lui prendre 300 ans. Alors que Voyager entre dans cette nouvelle frontière du nuage d'Oort, notre Soleil ne ressemble plus qu'à une minuscule étoile scintillante. Et j'espère que vous avez pris un manteau d'hiver pour cette expédition, parce que les choses vont devenir glaciales. La température ici peut descendre jusqu'à moins 268 degrés, soit 5 Kelvin. Des milliers de milliards d'objets glacés entourent Voyager comme des papillons de nuit attirés par la lumière d'une véranda. Ces corps gelés vieux de 4,6 milliards d'années seraient des reliques intactes datant de la formation des planètes. Avant que la gravité ne les éjecte au-delà des frontières de notre système solaire. Beaucoup de ces objets sont en réalité des comètes, environ 100 milliards selon les estimations. Et dès qu'un élément vient les perturber, ces boules de neige sales instables peuvent partir en fusée dans n'importe quelle direction, ce qui met Voyager 1 directement dans leur ligne de mire. Terrifiant. Heureusement pour notre vaisseau explorateur, ce nombre exorbitant de comètes est dispersé sur une surface incroyablement vaste, ce qui lui permet d'éviter la catastrophe. Vos chances de gagner au loto sont 100 000 fois plus élevées que celles pour Voyager 1 d'être réduit en confettis spatiaux. Après avoir côtoyé des comètes pendant 30 000 ans dans le nuage d'Oort, notre sonde rencontre enfin l'assistance gravitationnelle qu'elle attendait patiemment. Une planète errante inconnue tapie dans ses profondeurs. Attirée par la gravité du Soleil depuis un autre système solaire, une planète semblable à Neptune a élu domicile dans le nuage d'Oort. Ah, ces débris de glace si douillets. Cette planète solitaire est un régal pour les yeux fatigués de voyageurs. Et si vous voulez en savoir plus sur cette planète errante, pensez à vous abonner parce qu'une vidéo entière arrive bientôt sur la planète 9, avec quelqu'un. Bien sûr. Passons. En passant derrière la planète 9 et en plongeant dans son puits gravitationnel, Voyager 1 décroche son aller simple pour quitter le nuage d'Oort. Et au passage, la sonde modifie son trajet vers une nouvelle direction. Destination ? Proxima Centauri B. Ce genre de manœuvre furtive a déjà été réalisé auparavant par le vaisseau jumeau de Voyager 1, Voyager 2. Au moment où elle est passée près du pôle nord de Neptune en 1989, elle a modifié sa trajectoire de 45 degrés. Et une fois enfin sortie du nuage d'Oort, Voyager 1 entre dans un autre nuage d'Oort, celui qui entoure l'alpha du Centaure, où se trouve Proxima Centauri B. La limite de ce nuage est un peu floue, alors donnons-lui encore environ 10 000 ans pour le traverser. Après 40 000 ans de périple, Voyager 1 est confronté à un nouveau problème. Comme si errer dans une tempête de neige remplie de comètes ne suffisait pas. Sa structure en aluminium, vieille de 40 048 ans,
est mise à rude épreuve. L'espace ne contient pas d'oxygène susceptible de faire rouiller le métal, mais il est traversé par des rayons cosmiques galactiques. Ces minuscules particules ultra rapides sont de menaçantes balles cosmiques de rayonnement qui traversent le vide à la vitesse de la lumière. Elles sont projetées par des événements explosifs comme des supernovas. Et elles sont bien plus intenses au-delà de l'héliosphère. Mais comme Voyageur 1 se trouve hors de la bulle protectrice du Soleil depuis des dizaines de milliers d'années, elle n'est plus étrangère à ces assauts. Ces particules ont causé des dommages à long terme au vaisseau spatial, le rendant aussi fragile qu'une assiette en céramique. Un seul petit impact dans l'espace suffirait à le briser. Son risque de s'effondrer est à présent pire que celui d'un mariage dans Love is Blind. Sérieusement, Love is Blind, il y a encore des gens qui regardent cette émission? Et combien de mariages tiennent? Oh, d'accord. Alors qui s'effondre comme le mariage de Nick et Amanda? Non, ce n'est pas eux. Je sais pas, moi je suis plutôt fan de Koh-Lanta de toute façon. Comme j'aime bien prendre les paris, imaginons que Voyageur 1 réussisse son rendez-vous avec le destin. 75 000 ans, 10 instruments scientifiques hors d'usage et 1000 milliards de comètes évitées plus tard, elle approche enfin de Proxima Centauri B. Et ça va chauffer, littéralement. Notre sonde fonce droit vers la face de cette planète qui reçoit 30 fois plus de rayons UV extrêmes que la Terre. Ajoutez de la crème solaire à la liste des choses que la NASA aurait dû envoyer avec Voyageur pour cette mission. Et cette chaleur diurne ne laissera pas place à la fraîcheur la nuit. Comme Proxima Centauri B orbite extrêmement près de son étoile, Proxima Centauri, elle est en rotation synchrone. Ça signifie que sa vitesse de rotation correspond à son orbite de 11 jours. Un peu comme la Lune qui ne montre qu'une seule face à la Terre. Un côté est plongé dans une obscurité glaciale permanente et l'autre reste chaud et ensoleillé. Mais atterrir ici ne sera en aucun cas des vacances tropicales pour Voyageur 1. Ce sera plutôt un crash totalement incontrôlé. Attiré par la gravité de la planète lorsqu'elle s'en approchera de trop près, Voyageur ne descendra pas en spirale vers le sol. Elle percutera l'atmosphère comme une balle. Sa vitesse d'entrée serait en fait d'environ 20 km par seconde. Sans bouclier thermique, la sonde se vaporiserait instantanément. Les caméras, les perches et l'antenne à gain élevé fondraient. Seuls les modules GPHS, source de chaleur universelle, les coques ultra résistantes entourant les batteries nucléaires, survivraient à cette entrée atmosphérique brûlante. Les particules restantes des métaux vaporisés finiraient par refroidir et devenir de la poussière portée par le vent. Enfin, par le vent stellaire. À la différence des vents terrestres causés par le mouvement de l'air, ces rafales seraient plutôt comme des flux brûlants de gaz éternués sur Proxima Centauri B par son étoile. Viendrait alors le moment de faire face à la musique, celle du disque d'or. Vous vous souvenez de ce phonographe de 1977 embarqué sur Voyageur 1, attendant sa sortie officielle dans le cosmos? Il contient de tout, des enregistrements sonores d'insectes à un message de l'ancien président Jimmy Carter, en passant par des quantités de tubes d'artistes comme Mozart, Louis Armstrong et Chuck Berry. Personnellement, je pense que Born to Run de Bruce Springsteen aurait été un meilleur choix pour illustrer la grandeur des réalisations humaines. Mais bon, on ne m'a pas demandé mon avis. Le comité chargé de sa composition était dirigé par le célèbre astronome Carl Sagan. Ils ont aussi choisi d'y inclure des images de la vie sur Terre comme des clichés d'organes sexuels humains, du Taj Mahal, d'une femme mangeant une glace, de voiliers, de jonquilles. Franchement, vu sous cet angle, la vie sur notre planète est pas si mal. Bon, il faut dire que le comité a aussi pris la décision délibérée de ne pas mettre de photos de crimes, de pauvreté, de maladies ou de guerre. C'est un peu comme si la Terre avait créé un profil sur une appli de rencontre, en ne dévoilant que son bon côté avec un poisson à la main. Un peu biaisé, mais qui ne veut pas se montrer sous son meilleur jour, hein? Bon, revenons au disque d'or lui-même. La bonne nouvelle, il a mieux résisté dans l'espace qu'il ne l'aurait fait sur Terre, avec moins d'éléments capables de l'éroder. La mauvaise nouvelle, après 75 000 ans dans l'infini, il serait bombardé par de la poussière interstellaire et perdrait toutes ses données.
Donc cet enregistrement de grillons ne serait plus que des grillons. Ah, l'ironie. Même si les données à haute fréquence pourraient être poncées par la poussière, le disque lui-même est incroyablement dense. Et puisque ce cercle doré est techniquement en cuivre plaqué or et enfermé dans une coque en aluminium, il ne serait pas forcément détruit lors de l'entrée atmosphérique. Il pourrait même être la seule chose à survivre à une fonte totale. Enfin, il ne fait aucun doute qu'il serait en assez mauvais état, très certainement déformé, voire enfoui par l'impact. Mais, et si une civilisation extraterrestre trouvait ce vestige perdu de voyageurs? Ces êtres ne pourraient peut-être pas se déchaîner sur Johnny B. Goode, mais s'ils étaient suffisamment avancés, ils pourraient déterminer d'où provient la sonde. Et ça, grâce à un message caché sur la couverture du Golden Record. Une carte de pulsar. Cette gravure en forme d'explosion stellaire est un GPS cosmique indiquant exactement où se trouve le Soleil par rapport à 14 pulsars. Ces pulsars sont les vestiges en rotation d'étoiles mourantes. Ils agissent comme des phares lorsque leurs champs magnétiques les font émettre des faisceaux de lumière. Si une vie extraterrestre pouvait déchiffrer cette carte, ce serait comme trouver une adresse cosmique de retour à l'expéditeur. Il est important de garder à l'esprit que ce que nous savons aujourd'hui de Proxima Centauri b pourrait être totalement différent dans 75 000 ans. Les scientifiques ne peuvent faire que des estimations sur ce à quoi ressemble réellement son atmosphère. Alors, pour le plaisir, imaginons que Voyageur 1 survive, d'une manière ou d'une autre, à son voyage vers cette exoplanète. Il faudrait 4 années-lumière, soit 40 000 années terrestres, pour que son signal atteigne notre monde. Et encore 4 années-lumière pour que Voyageur 1 reçoive une réponse. Mais même si les humains pouvaient murmurer quelques mots doux à Voyageur 1, la mission serait malgré tout vouée à l'échec. Cette sonde a été conçue pour transporter un message destiné à la vie extraterrestre, mais pas pour rester en permanence sur une planète alien. Et elle ne s'oxyderait peut-être pas comme elle le ferait sur Terre, mais elle finirait probablement par trouver son maître lors d'un impact catastrophique. Étant donné que certains scientifiques soupçonnent l'existence d'une ceinture d'astéroïdes près de Proxima Centauri b qui bombarderait la planète de roche, les choses ne s'annoncent pas très bien pour Voyageur 1. Mais bon, comme dit le proverbe, l'important c'est le voyage, pas la destination. Pas vrai? Alors, pour ce vaisseau qui a effectué le plus long voyage connu à ce jour, battu d'innombrables records et partagé des indices fascinants sur les profondeurs inexplorées de l'espace interstellaire, je dirais qu'il a fait un sacré bout de chemin. Mais, et si cette civilisation extraterrestre atteignait la Terre et nous attaquait? Eh bien, ça, c'est une histoire pour un autre épisode de « Et si ?»